sommes maintenant en présence de Chateaubriand, c'est-à-dire d'un géant du romantisme, un de ceux qui ont le plus contribué à le faire adorer en France. Nous avons choisi M. Villon, qui est un acteur enthousiaste et plein de force, qui va vous lire un passage d'Atala, mais d'abord un passage des Mémoires d'Outre-Tombe qui situe Chateaubriand et qui nous permet de voir l'homme qu'il est devenu en voyant l'homme qu'il a été. Il dit « Je me complairai encore à rappeler les mœurs de mes parents, et ne fût-ce-t-elle qu'un touchant souvenir, j'en reproduirai d'autant plus volontiers le tableau qu'il semblera calqué sur les vignettes des manuscrits du Moyen-Âge, du temps présent au temps passé que je vais peindre, il y a des siècles. » Disons aussi que du temps passé au temps que nous vivons maintenant, il y en a. Mais enfin, ça, c'est une autre question. Pour le moment, alors, allez-y. À mon retour de Brest, 4 maîtres, mon père, ma mère, ma sœur et moi, habitaient le château de Combourg. Une cuisinière, une femme de chambre, 2 laquais et un cocher composaient tout le domestique. Un chien de chasse et 2 vieilles juments étaient retranchés dans un coin de l'écurie. Ces 12 êtres vivants disparaissaient dans un manoir où l'on aurait à peine aperçu 100 chevaliers, leurs dames, leurs écuyers, leurs varlets, les destriers et la meute du roi Dagobert. Dans tout le cours de l'année, aucun étranger ne se présentait au château, hormis quelques gentilshommes, le marquis de Montlouette, le comte de Goyon-Beaufort, qui demandaient l'hospitalité en allant plaider au Parlement. Ils arrivaient l'hiver, à cheval, pistolet aux arçons, couteau de chasse au côté, et suivis d'un valet également à cheval, ayant en croupe un porte-manteau de livrée. Mon père, toujours très cérémonieux, les recevait tête nue sur le perron, au milieu de la pluie et du vent. Les campagnards introduits racontaient leur guerre de Hanovre, leurs affaires de leur famille et l'histoire de leur procès. Le soir, on les conduisait dans la tour du Nord, à l'appartement de la reine Christine. Chambre d'honneur occupée par un lit de 7 pieds en tous sens, à double rideau de gaze verte et de soie cramoisie, et soutenu par 4 amours dorés. Le lendemain matin, lorsque je descendais dans la grande salle, et qu'à travers les fenêtres je regardais la campagne inondée ou couverte de frimas, je n'apercevais que 2 ou 3 voyageurs sur la chaussée solitaire de l'étang. C'étaient nos hôtes, chevauchant vers Rennes. Ces étrangers ne connaissaient pas beaucoup de choses de la vie. Cependant, notre vue s'étendait par eux à quelques lieues au-delà de l'horizon de nos bois. Aussitôt qu'ils étaient partis, nous étions réduits les jours ouvrables au tête-à-tête de famille, le dimanche à la société des bourgeois du village et des gentilshommes voisins. Le calme morne du château de Combourg était augmenté par l'humeur taciturne et insociable de mon père. Au lieu de resserrer sa famille et ses gens autour de lui, il les avait dispersés à toutes les aires de vent de l'édifice. Sa chambre à coucher était placée dans la petite tour de l'Est et son cabinet dans la petite tour de l'Ouest. Les meubles de ce cabinet consistaient en 3 chaises de cuir noir et une table couverte de titres et de parchemins. Un arbre généalogique de la famille des Chateaubriand tapissait le manteau de la cheminée, et dans l'embrasure d'une fenêtre, on voyait toutes sortes d'armes, depuis le pistolet jusqu'à l'espingole. L'appartement de ma mère régnait au-dessus de la grande salle, entre les 2 petites tours. Il était parqueté et orné de glaces de Venise à facettes. Ma sœur habitait un cabinet dépendant de l'appartement de ma mère. La femme de chambre couchait loin de là, dans le corps de logis des grandes tours. Moi, j'étais niché dans une espèce de cellule isolée, au haut de la tourelle de l'escalier qui communiquait de la cour intérieure aux diverses parties du château. Au bas de cet escalier, le valet de chambre de mon père et le domestique gisaient dans les caveaux voûtés. Et la cuisinière tenait garnison dans la grosse tour de l'Ouest. Mon père se levait à 4 heures du matin. Ah, mon Dieu.
hiver comme été. Il venait dans la cour intérieure, appeler et éveiller son valet de chambre à l'entrée de la tourelle. On lui apportait un peu de café à 5 heures. Il travaillait ensuite dans son cabinet jusqu'à midi. Ma mère et ma sœur déjeunaient chacune dans leur chambre à 8 heures du matin. Oui. Je n'avais aucune heure fixe, ni pour me lever, ni pour déjeuner. J'étais censé étudier jusqu'à midi. La plupart du temps, je ne faisais rien. À 11h30, on sonnait le dîner que l'on servait à midi. La grande salle était à la fois salle à manger et salon. On dînait et l'on soupait à l'une de ses extrémités, du côté de l'est. Après le repas, on se venait placer à l'autre extrémité, du côté de l'ouest, devant une énorme cheminée. La grande salle était boisée, peinte en gris blanc et ornée de vieux portraits depuis le règne de François Ier jusqu'à celui de Louis XIV. Parmi ces portraits, on distinguait ceux de Condé et de Turenne. Un tableau représentant Hector tué par Achille sous les murs de Troie était suspendu au-dessus de la cheminée. Le dîner fait, on restait ensemble jusqu'à 2 heures. Alors, s'il était, mon père prenait le divertissement de la pêche, visitait ses potagers, se promenait dans l'étendue du vol du Chapon. Si l'automne et l'hiver, il partait pour la chasse, ma mère se retirait dans la chapelle, où elle passait quelques heures en prière. Cette chapelle était un oratoire sombre, embelli de bons tableaux des plus grands maîtres, qu'on ne s'attendait guère à trouver dans un château féodal au fond de la Bretagne. J'ai aujourd'hui en ma possession une sainte famille de l'Albane, peinte sur cuivre, tirée de cette chapelle. C'est tout ce qui me reste de Combourg. Mon père repartit et ma mère en prière. Lucile s'enfermait dans sa chambre. Je regagnais ma cellule où j'allais courir les champs. À 8 heures, la cloche annonçait le souper. Après le souper, dans les beaux jours, on s'asseyait sur le perron. Mon père, armé de son fusil, tirait des chouettes qui sortaient des créneaux à l'entrée de la nuit. Ma mère, Lucile et moi, nous regardions le ciel, les bois, les derniers rayons du soleil, les premières étoiles. À 10 heures, on rentrait et l'on se couchait. Comment, avec une vie pareille, s'étonnait que Lucile et lui se soient aimés? Vraiment, c'était fatal. Enfin, continuons. Les soirées d'automne et d'hiver étaient d'une autre nature. Le souper fini et les 4 convives revenus de la table à la cheminée, ma mère se jetait en soupirant sur un vieux lit de jour de siamoise flambée. On mettait devant elle un guéridon avec une bougie. Je m'asseyais auprès du feu avec Lucile. Une bougie, vous imaginez une bougie, hein? Oui. Je m'asseyais auprès du feu avec Lucile. Les domestiques enlevaient le couvert et se retiraient. Mon père commençait alors une promenade qui ne cessait qu'à l'heure de son coucher. Il était vêtu d'une robe de ratine blanche, ou plutôt d'une espèce de manteau que je n'ai vu qu'à lui. Sa tête demi-chauve était couverte d'un grand bonnet blanc qui se tenait tout droit. Lorsqu'en se promenant, il s'éloignait du foyer, la vaste salle était si peu éclairée par une seule bougie qu'on ne le voyait plus. On l'entendait seulement encore marcher dans les ténèbres. Puis il revenait lentement vers la lumière et émergeait peu à peu de l'obscurité, comme un spectre, avec sa robe blanche, son bonnet blanc, sa figure longue et pâle. Lucile et moi, nous échangions quelques mots à voix basse quand il était à l'autre bout de la salle. Nous nous taisions quand il se rapprochait de nous. Il nous disait en passant « De quoi parliez-vous » Saisis de terreur, nous ne répondions rien. Voulez-vous détacher de quoi parlez-vous? Oui. D'une toute autre voix, hein? Il nous disait en passant
De quoi parliez-vous? Oui. Saisis de terreur, nous ne répondions rien. Il continuait sa marche. Le reste de la soirée, l'oreille n'était plus frappée que du bruit mesuré de ses pas, des soupirs de ma mère et du murmure du vent. 10 heures sonnaient à l'horloge du château. Mon père s'arrêtait. Le même ressort qui avait soulevé le marteau de l'horloge semblait avoir suspendu ses pas. Il tirait sa montre, la montait, prenait un grand flambeau d'argent surmonté d'une grande bougie, entrait un moment dans la petite tour de l'ouest, puis revenait, son flambeau à la main, et s'avançait vers sa chambre à coucher, dépendante de la petite tour de l'est. Lucille et moi, nous nous tenions sur son passage. Nous l'embrassions en lui souhaitant une bonne nuit. Il penchait vers nous, sa joue sèche et creuse, sans nous répondre, continuait sa route et se retirait au fond de la tour, dont nous entendions les portes se refermer sur lui. Le talisman était brisé. Ma mère, ma sœur et moi, transformés en statues par la présence de mon père, nous recouvrions les fonctions de la vie. Le premier effet de notre désenchantement se manifestait par un débordement de paroles. Si le silence nous avait opprimés, il nous le payait cher. Ce torrent de paroles écoulées, j'appelais la femme de chambre et je reconduisais ma mère et ma sœur à leur appartement. Avant de me retirer, elle me faisait regarder sous les lits, dans les cheminées, derrière les portes, visiter les escaliers, les passages et les corridors voisins. Toutes les traditions du château, voleurs et spectres, leur revenaient en mémoire. Les gens étaient persuadés qu'un certain comte de Combourg, à jambes de bois, mort depuis 3 siècles, apparaissait à certaines époques et qu'on l'avait rencontré dans le grand escalier de la tourelle. Sa jambe de bois se promenait aussi quelquefois seul avec un chat noir. Ces récits occupaient tout le temps du coucher de ma mère et de ma sœur. Elles se mettaient au lit, mourantes de peur. Je me retirais au haut de ma tourelle. La cuisinière rentrait dans la grosse tour et les domestiques descendaient dans leur souterrain. La fenêtre de mon donjon s'ouvrait sur la cour intérieure. Le jour, j'avais en perspective les créneaux de la courtine opposée, où végétaient des scolopendres et croissaient un prunier sauvage. Quelques martinets qui, durant l'été, s'enfonçaient en criant dans les trous des murs, étaient mes seuls compagnons. La nuit, je n'apercevais qu'un petit morceau de ciel et quelques étoiles. Lorsque la lune brillait et qu'elle s'abaissait à l'Occident, j'en étais averti par ses rayons qui venaient à mon lit au travers des carreaux losangés de la fenêtre. Des chouettes, voletant d'une tour à l'autre, passant et repassant entre la lune et moi, dessinaient sur mes rideaux l'ombre mobile de leurs ailes. Relégué dans l'endroit le plus désert, à l'ouverture des galeries, je ne perdais pas un murmure de ténèbres. Quelquefois, le vent semblait courir à pas légers. Quelquefois, il laissait échapper des plaintes. Tout à coup, ma porte était ébranlée avec violence. Les souterrains poussaient des mugissements. Puis, ces bruits expiraient pour recommencer encore. À 4 heures du matin, la voix du maître du château appelant le valet de chambre à l'entrée des voûtes séculaires se faisait entendre comme la voix du dernier fantôme de la nuit. Cette voix remplaçait pour moi la douce harmonie au son de laquelle le père de Montaigne éveillait son fils. L'entêtement du comte de Chateaubriand à faire coucher un enfant au haut d'une tour pouvait avoir quelque inconvénient. Mais il tourna à mon avantage. Cette manière violente de me traiter me laissa le courage d'un homme, sans m'ôter cette sensibilité d'imagination dont on voudrait aujourd'hui priver la jeunesse.
Au lieu de chercher à me convaincre qu'il n'y avait point de revenants, on me força de les braver. Ce que mon père me disait avec un sourire ironique, « Monsieur le chevalier aurait-il peur ?» Il m'eût fait coucher avec un mort. Lorsque mon excellente mère me disait, « Mon enfant, tout n'arrive que par la permission de Dieu. Vous n'avez rien à craindre des mauvais esprits tant que vous serez bon chrétien. » J'étais mieux rassuré que par tous les arguments de la philosophie. Mon succès fut si complet que les vents de la nuit dans ma tour déshabitée ne servaient que de jouer à mes caprices et d'aile à mes songes. Mon imagination allumée, se propageant sur tous les objets, ne trouvait nulle part assez de nourriture et aurait dévoré le ciel et la terre. Voilà. C'est très beau, c'est très, très beau. Et c'est très bien, ça nous donne une idée très exacte de sa jeunesse, n'est-ce pas? Assez effrayante. Oui. Et qu'il a formé, comme il le dit lui-même. Monsieur le Chevalier aurait-il peur? C'est très beau, tout ça. C'est très, très beau. Vous l'avez bien lu. Il y a une seule petite chose, une question de voix. Je crois qu'il faut le prendre un petit peu plus haut. Un registre de voix plus haut. Oui, Ça, c'est très bien. C'est très bien. Il faut nous faire entendre maintenant. Mais notez que ceci est proprement romantique, Oui. car quand il nous dit que le vent mugit, tout ça, c'est absolument romantique. Vous ne trouverez rien de ça dans les classiques. Les classiques ont ignoré la nature. Les classiques du XVIIe siècle. On cite toujours un fragment de vers qu'il y a, je crois, dans Tartuffe. Quand Orgon arrivé dit « La nature à présent n'est pas bientôt fleurie ». C'est tout ce qu'il y a comme allusion à la nature. Alors que les romantiques ont fait entrer la nature dans leur œuvre. Oui. Et comment? Et c'est bien d'ailleurs, c'est ça qui a donné l'impulsion. Oui. Alors là, c'est un passage Proprement romantique. Ah oui, 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 mais il est beau. Il est beau. Très, très beau. Et je vais dire le récit de la vie d'Atala et la réponse ensuite de René, qui sont proprement un dialogue de drame romantique. Absolument, c'est magnifique. Moi, j'adore ça. Je dois dire que je mets ça à l'égal des classiques. Alors, je situe le passage que je vais lire. Nous sommes en 1725. Le jeune Français René, exilé volontaire, est accueilli par la tribu des Natchez. Le patriarche Cactas lui fait un soir, à la clarté de la lune, au bord de l'Oyo, le récit de ses aventures. Un ton plus haut. Fait prisonnier par une tribu rivale et condamné à mort, il parvient à s'enfuir en compagnie d'une jeune indienne, Atala. Alors voici la suite du récit. C'est donc le patriarche qui s'adresse parfaitement à René. Ô René, si tu crains les troubles du cœur, défie-toi de la solitude. Les grandes passions sont solitaires, et les transporter au désert, c'est les rendre à leur empire. Accablés de soucis et de craintes, exposés à tomber entre les mains des Indiens ennemis, à être engloutis dans les eaux, piqués des serpents, dévorés des bêtes, trouvant difficilement une chétive nourriture et ne sachant plus de quel côté tourner nos pas, nos maux semblaient ne pouvoir plus s'accroître lorsqu'un accident y vint mettre un terme. J'ai pas entendu, vous voyez, j'ai pas entendu les derniers mots, ce qui prouve Oui. tout de même, d'abord qu'il faut soutenir vos finales, Oui. et ensuite qu'il faut prendre un ton un petit peu plus haut. Voulez-vous redire cette chose? Ô René, si tu crains les troubles du cœur, défie-toi de la solitude. Les grandes passions sont solitaires, et les transporter au désert, c'est les rendre à leur empire. Accablés de soucis et de craintes, exposés à tomber entre les mains des Indiens ennemis, à être engloutis dans les eaux, piqués des serpents, dévorés des bêtes, trouvant difficilement une chétive nourriture et ne sachant plus de quel côté tourner nos pas, nos maux semblaient ne pouvoir plus que s'accroître lorsqu'un accident y vint mettre un terme. C'était le 27e soleil depuis notre départ des cabanes. La lune de feu avait commencé son cours et tout annonçait un orage.
vers l'heure où les matrones indiennes suspendent la crosse du labour aux branches du savinier et où les perruches se retirent dans le creux des cyprès, le ciel commença à se couvrir. Les voix de la solitude s'éteignirent, le désert fit silence, et les forêts demeurèrent dans un calme universel. Bientôt, les roulements d'un tonnerre lointain se prolongeant dans ces bois aussi vieux que le monde en firent sortir des bruits sublimes. Craignant d'être submergés, nous nous hâtâmes de gagner le bord du fleuve et de nous retirer dans la forêt. Ce lieu était un terrain marécageux. Nous avancions avec peine sous une voûte de smilax, parmi des cèpes de vigne, des indigos, des phaséoles, des lianes rampantes qui entravaient nos pieds comme des filets. Le sol spongieux tremblait autour de nous, et à chaque instant, nous étions près d'être engloutis dans les fondrières. Des insectes sans nombre, d'énormes chauves-souris nous aveuglaient, les serpents à sonnettes bruissaient de toutes parts, et les loups, les ours, les carcajous, les petits tigres qui venaient se cacher dans ces retraites les remplissaient de leurs rugissements. Cependant, l'obscurité redouble. Les nuages abaissés entrent sous l'ombrage des bois. La nuit se déchire, et l'éclair trace un rapide losange de feu. Un vent impétueux sorti du couchant roule les nuages sur les nuages. Les forêts plient, le ciel s'ouvre coup sur coup, et à travers ces crevasses, on aperçoit de nouveaux cieux et des campagnes ardentes. Quel affreux, quel magnifique spectacle! La foudre met le feu dans le bois. L'incendie s'étend comme une chevelure de flammes. Des colonnes d'étincelles et de fumée assiègent les nus qui vomissent leur foudre dans un vaste embrasement. Alors, le grand esprit couvre les montagnes d'épaisses ténèbres. Du milieu de ce vaste chaos s'élève un mugissement confus, formé par le fracas des vents, le gémissement des arbres, le hurlement des bêtes féroces, le bourdonnement de l'incendie et la chute répétée du tonnerre qui siffle en s'éteignant dans les eaux. Le grand esprit le sait. Dans un moment, je ne vis qu'Atala. Je ne pensais qu'à elle. Sous le tronc penché d'un bouleau, je parvins à la garantir des torrents de la pluie. Assis moi-même sous l'arbre, tenant ma bien-aimée sur mes genoux et réchauffant ses pieds nus entre mes mains, j'étais plus heureux que la nouvelle épouse qui sent pour la première fois son fruit tressaillir dans son sein. Nous prêtions l'oreille au bruit de la tempête. Tout à coup, je sentis une larme d'Atala tomber sur mon sein. « Orage du cœur » m'écriai-je, « est-ce une goutte de votre pluie ?» Puis, embrassant étroitement celle que j'aimais, « Atala, lui dis-je, vous me cachez quelque chose. Ouvre-toi, mon cœur, ô ma beauté. Cela fait tant de bien quand un ami regarde dans votre âme. Raconte-moi cet autre secret de la douleur que tu t'obstines à taire. Ah, je le vois, tu pleures ta patrie. » Elle repartit aussitôt. « Enfant des hommes, comment pleurerais-je ma patrie, puisque mon père n'était pas du pays des palmiers ?» ?»« Quoi ?» répliquai-je avec un profond étonnement. « Votre père n'était point du pays des palmiers ? Quel est donc celui qui vous a mise sur la terre ? Répondez !» Atala dit ces paroles. « Avant que ma mère eût apporté en mariage au guerrier Simagant 30 cavales, 20 buffles, 100 mesures d'huile de gland, 50 peaux de castor et beaucoup d'autres richesses, elle avait connu un homme de la chair blanche. Or, la mère de ma mère lui jeta de l'eau au visage et la contraignit d'épouser le magnanime Simagant, tout semblable à un roi et honoré des peuples comme un génie. Mais ma mère dit à son nouvel époux, « Mon ventre a conçu, tuez-moi. » Simagant lui répondit, « Le grand esprit me garde d'une si mauvaise action. Je ne vous mutilerai point, je ne vous couperai point le nez et les oreilles, parce que vous avez été sincère et que vous n'avez point trompé ma couche. Le fruit de vos entrailles sera mon fruit, et je ne vous visiterai qu'après le départ de l'oiseau de rizière,
lorsque la 13e lune aura brillé. En ce temps-là, je brisai le sein de ma mère et je commençai à croître, fier comme une Espagnole et comme une sauvage. Ma mère me fit chrétienne afin que son Dieu et le Dieu de mon père fût aussi mon Dieu. Ensuite, le chagrin d'amour vint la chercher et elle descendit dans la petite cave garnie de pots d'où l'on ne sort jamais. Telle fut l'histoire d'Atala. Et quel était donc ton père, pauvre orpheline, lui dis-je? Comment les hommes l'appelaient-ils sur la terre? Et quel nom portait-il parmi les génies? Je n'ai jamais lavé les pieds de mon père, dit Atala. Je sais seulement qu'il vivait avec sa sœur à Saint-Augustin et qu'il a toujours été fidèle à ma mère. Philippe était son nom parmi les anges et les hommes le nommaient Lopez. À ces mots, je poussai un cri qui retentit dans toute la solitude. Le bruit de mes transports se mêla au bruit de l'orage. Serrant Atala sur mon cœur, je m'écriai avec des sanglots. Oh, ma sœur, oh, fille de Lopez, fille de mon bienfaiteur. Atala, effrayée, me demanda d'où venait mon trouble. Mais quand elle sut que Lopez était cet hôte généreux qui m'avait adopté à Saint-Augustin, que j'avais quitté pour être libre, elle fut saisie elle-même de confusion et de joie. C'en était trop pour nos cœurs que cette amitié fraternelle qui venait nous visiter et joindre son amour à notre amour. Désormais, les combats d'Atala allaient devenir inutiles. En vain, je la sentis porter une main à son sein et faire un mouvement extraordinaire. Déjà, je l'avais saisie. Déjà, je m'étais enivré de son souffle. Déjà, j'avais bu toute la magie de l'amour sur ses lèvres. Les yeux levés au ciel, à la lueur des éclairs, je tenais mon épouse dans mes bras en présence de l'Éternel. Pompe nuptiale, digne de nos malheurs et de la grandeur de nos amours. Superbe forêt qui agitiez vos lianes et vos dômes comme les rideaux et le ciel de notre couche. Pluies embrasées qui formiez les lambeaux de notre hymen. Fleuves débordés, montagnes mugissantes, affreuse et sublime nature, n'étiez-vous donc un appareil préparé pour nous tromper, et ne pûtes-vous cacher un moment dans vos mystérieuses horreurs la félicité d'un homme? C'est admirable, vous l'avez bien lu, c'est admirable, admirable et confondant, parce qu'enfin, on peut dire que ça, c'est du romantisme pur. Il D'ailleurs, pour ça que j'ai choisi ce passage. Mais vous l'avez bien vraiment... fait, c'est magnifique. Mais enfin, c'est absolu. Je veux dire, maintenant, on aurait presque une tendance à trouver ça excessif, oui. N'est-ce pas? Non, mais c'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Vous lisez bien. Il faut bien se dire que pour lire, c'est une autre technique que la diction. Mais c'est une technique qui, malgré tout, ne diffère pas entièrement en ce sens qu'il faut se faire entendre et se faire comprendre et tout de même adopter un ton qui convient au texte qu'on lit. Oui. Mais je n'ai rien à vous dire, vous l'avez très bien lu, c'est très bien. Je vous remercie. Alors maintenant, nous allons entendre des fragments de Chateaubriand, homme politique, parce qu'enfin, il ne faut pas oublier que sa carrière a été vaste. Et il n'est pas moins extraordinaire dans la description de ces choses politiques que dans la description de ses amours et des cieux traversés par l'orage. Non seulement ça, mais on voit là que son romantisme ne l'empêchait pas de voir clair. Alors nous vous écoutons. Alors il s'agit de sa première entrevue avec Bonaparte. C'est ça. Et il est intéressant de noter que le génie du christianisme vient de paraître. Après l'adoption du Concordat par le corps législatif en 1802, Lucien, ministre de l'Intérieur, donna une fête à son frère. J'y fus invité, comme ayant rallié les forces chrétiennes et les ayant ramenées à la charge. J'étais dans la galerie lorsque Napoléon entra. Il me frappa agréablement. Je ne l'avais jamais aperçu que de loin. Son sourire était caressant et beau, son œil admirable, surtout par la manière dont il était placé sous son front
et encadré dans ses sourcils. Il n'avait encore aucune charlatanerie dans le regard, rien de théâtral et d'affecté. Le génie du christianisme, qui faisait en ce moment beaucoup de bruit, avait agi sur Napoléon. Une imagination prodigieuse animait ce politique si froid. Il n'eût pas été ce qu'il était si la muse n'eût été là. La raison accomplissait les idées du poète. Tous ces hommes à grande vie sont toujours en composés de deux natures, car il les faut capables d'inspiration et d'action. C'est admirable, ça. L'une enfante le projet, l'autre l'accomplit. Bonaparte m'aperçut et me reconnut. J'ignore à quoi. Quand il se dirigea vers ma personne, on ne savait qui il cherchait. Les rangs s'ouvraient successivement. Chacun espérait que le consul s'arrêterait à lui. Il avait l'air d'éprouver une certaine impatience de ses méprises. Je m'enfonçai derrière mes voisins. Bonaparte éleva tout à coup la voix et me dit « Monsieur de Chateaubriand !» Je restai seul alors en avant, car la foule se retira et bientôt se reforma en cercle autour des interlocuteurs. Bonaparte m'aborda avec simplicité, sans me faire de compliments, sans questions oiseuses, sans préambule. Il me parla sur le champ de l'Égypte et des Arabes, comme si j'eusse été de son intimité, et comme s'il n'eût fait que continuer une conversation déjà commencée entre nous. J'étais toujours frappé, me dit-il, quand je voyais les Cheikh tomber à genoux au milieu du désert, se tourner vers l'Orient et toucher le sable de leur front. Qu'était-ce que cette chose inconnue qu'ils adoraient vers l'Orient? Bonaparte s'interrompit et, passant sans transition à une autre idée, le christianisme. Les idéologues n'ont-ils pas voulu en faire un système d'astronomie? Mais quand cela serait, croit-il me persuader que le christianisme est petit? Si le christianisme est l'allégorie du mouvement des sphères, la géométrie des astres, les esprits forts ont beau faire, malgré eux, ils ont encore laissé assez de grandeur à l'infâme. Bonaparte, incontinent, s'éloigna. Comme Job dans ma nuit, un esprit est passé devant moi. Les poils de ma chair se sont hérissés. Il s'est tenu là. Je ne connais point son visage, et j'ai entendu sa voix comme un petit souffle. C'est admirable. Eh bien, malgré tout, le romantisme est là, car la description est magnifique, et voyez la conclusion. Alors, lisez-nous la bataille de Waterloo, maintenant. Le 18 juin 1815, vers midi, je sortis de Gand par la porte de Bruxelles. J'allais seul achever ma promenade sur la grande route. J'avais emporté les commentaires de César et je cheminais lentement, Avec de bonne lecture, plongé dans ma lecture. J'étais déjà à plus d'une lieue de la ville lorsque je crus ouïr un roulement sourd. Je m'arrêtai, regardai le ciel assez chargé de nuées, délibérant en moi-même si je continuerais d'aller en avant ou si je me rapprocherais de Gand dans la crainte d'un orage. Je prêtai l'oreille. Je n'entendis que le cri d'une poule d'eau dans les joncs et le son d'une horloge de village. Je poursuivis ma route. Je n'avais pas fait 30 pas que le roulement recommença, tantôt bref, tantôt long, et à intervalles inégaux. Quelquefois, il n'était sensible que par une trépidation de l'air, laquelle se communiquait à la terre sur ces plaines immenses, tant il était éloigné. Ces détonations, moins vastes, moins onduleuses, moins liées ensemble que celles de la foudre, firent naître dans mon esprit l'idée d'un combat. Je me trouvais devant un peuplier planté à l'angle d'un champ de houblon. Je traversai le chemin et je m'appuyai debout contre le tronc de l'arbre, le visage tourné du côté de Bruxelles. Un vent du sud s'étant levé, m'apporta plus distinctement le bruit de l'artillerie.
cette grande bataille, encore sans nom, dont j'écoutais les échos au pied d'un peuplier, et dont une horloge de village venait de sonner les funérailles inconnues, était la bataille de Waterloo. Auditeur silencieux et solitaire du formidable arrêt des destinées, j'aurais été moins ému si je m'étais trouvé dans la mêlée. Le péril, le feu, la cohue de la mort ne m'eussent pas laissé le temps de méditer. Mais seul, sous un arbre, dans la campagne de Gand, comme le berger des troupeaux qui paissaient autour de moi, le poids des réflexions m'accablait. Quel était ce combat? Était-il définitif? Napoléon était-il là en personne? Le monde, comme la robe du Christ, était-il jeté au sort? Succès ou revers de l'une ou l'autre armée, quelle était la conséquence de l'événement pour les peuples? Liberté ou esclavage? Mais quel sang coulait! Chaque bruit parvenu à mon oreille n'était-il pas le dernier soupir d'un Français? Était-ce un nouveau Crécy, un nouveau Poitiers, un nouvel Azincourt, dont allaient jouir les plus implacables ennemis de la France? S'il triomphait, notre gloire n'était-elle pas perdue? Si Napoléon l'emportait, que devenait notre liberté? Bien qu'un succès de Napoléon m'ouvrît un exil éternel, la patrie l'emportait dans ce mouvement dans mon cœur. Mes vœux étaient pour l'oppresseur de la France, s'il devait, en sauvant notre honneur, nous arracher à la domination étrangère. Wellington triomphait-il? La légitimité rentrerait donc dans Paris derrière ces uniformes rouges qui venaient de reteindre leur pourpre au sang des Français. La royauté aurait donc pour carrosse de son sacre les chariots d'ambulance remplis de nos grenadiers mutilés. Que sera-ce qu'une restauration accomplie sous de tels auspices? Ce n'est là qu'une bien petite partie des idées qui me tourmentaient. Chaque coup de canon me donnait une secousse et doublait le battement de mon cœur. À quelques lieues d'une catastrophe immense, je ne la voyais pas. Je ne pouvais toucher le vaste monument funèbre, croissant de minute en minute à Waterloo, comme du rivage de Boulac au bord du Nil. J'étendais vainement mes mains vers les pyramides. Aucun voyageur ne paraissait. Quelques femmes dans les champs, sarcant paisiblement des sillons de légumes, n'avaient pas l'air d'entendre le bruit que j'écoutais. Et voici venir un courrier. Je quitte le pied de mon arbre et je me place au milieu de la chaussée. J'arrête le courrier et l'interroge. Il appartenait au duc de Berry et venait d'Alost. Bonaparte est entré hier, 17 juin, dans Bruxelles, après un combat sanglant. La bataille a dû recommencer aujourd'hui. On croit à la défaite définitive des Alliés et l'ordre de la retraite est donné. Le courrier continua sa route. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous l'avez très bien lu. Très, très bien. Eh bien, je vous remercie. Moi, j'aime beaucoup ces séances-là parce que j'ai rien à faire qu'à vous écouter, qu'à écouter des textes superbes et à vous dire de temps en temps élever ou abaisser la voix. Mais c'est vraiment très beau. Eh bien, là, maintenant, nous sommes installés dans le romantisme. Oui. Vraiment en plein. Nous allons faire Lamartine la prochaine fois. C'est très beau.